L'ivresse du moment, l'ivresse de lire, mes lectures en cours, 1er novembre, Sorcière et nazie. Les sorcières de Mona Chollet, la puissance invaincue des femmes. Les femmes sont des sorcières et il est bien qu'elles le soient. Ensuite, nous parlerons de Daniel Schneiderman, Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. La lâcheté de cette presse internationale qui est analysée par le journaliste qui est Daniel Schneiderman. Mona Chollet est aussi journaliste. Nous lirons aujourd'hui des textes écrits par des journalistes, mais évidemment, nous reviendrons à d'autres lectures dont j'ai déjà parlé, que j'avance plus lentement. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2. J'avance. Le temps retrouvé, j'ai presque fini, mais je retarde toujours la fin de cette lecture-là. Et Guillaume Apollinaire, les poèmes à Lou que je lis aussi en parallèle à tout ça. Mona Chollet, la puissance invaincue des femmes, à travers cette figure de la sorcière. La figure de la sorcière, évidemment, est dans les mythes quelque chose d'extrêmement ancré et d'extrêmement vivace. Il n'y a qu'à voir le succès de Harry Potter et des histoires de sorcières. Alors, Harry Potter est sans doute un mauvais exemple. C'est une histoire de sorciers d'abord. Or, historiquement, celles qu'on a accusées d'être des sorcières étaient très largement des femmes. Et le massacre des sorcières, qui a été un des événements majeurs de la modernité, de la naissance de la modernité, c'est-à-dire que le massacre des sorcières, le génocide des sorcières, le terme est sans doute pas exagéré, le féminicide, que cela fut, le terme est employé par Mona Chollet, ce féminicide n'est pas si ancien que ça. Ça n'est pas le Moyen-Âge, c'est la Renaissance. C'est le XVIIe, même le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Au siècle des Lumières, on brûlait encore des sorcières, à l'instar de la Catillon à Fribourg, qu'on a mis très longtemps à réhabiliter. Catherine Repon. Il y a une place aujourd'hui qui s'appelle comme ça, sur la colline du Guindsay, où elle a été brûlée, je ne sais plus exactement quand. La dernière sorcière à avoir été condamnée, elle a été à Glaris, et c'était au XVIIIe siècle, en Suisse. Mais le propos de Mona Chollet n'est pas d'aller rappeler cette histoire-là. Oui, elle la rappelle, mais ça n'est pas le propos essentiel. Le propos essentiel, c'est de montrer que la figure de la sorcière est une figure utile pour les femmes aujourd'hui. C'est une figure utile pour les femmes parce que c'est une figure qui échappe aux clichés et à la place assignée encore dans la société actuelle aux femmes. C'est-à-dire que les femmes sont mal vues, sont considérées comme des sorcières, dans certains cas. Je parle de l'exemple simplement de la femme indépendante, la femme célibataire. Une femme célibataire est une femme qui a un problème. D'après les normes sociales. Encore aujourd'hui, on va s'en méfier, on va se dire si elle est célibataire, c'est que elle n'a pas su trouver un homme, donc elle est compliquée. Est-ce qu'on dira ça d'un homme célibataire? Peut-être aussi, mais c'est moins fort. Moi-même, je suis un homme célibataire. Bien sûr que parfois on me dit ah tu pourrais peut-être trouver quelqu'un, etc. Et bien sûr qu'on m'y encourage et que je
noie le poisson, comme on dit. Euh, mais je pense que la pression sociale est beaucoup moins forte pour un homme que pour une femme, et en tout cas, c'est ce que montre Mona Chollet. Euh, la femme qui refuse d'avoir des enfants, ou qui n'a pas d'enfants, pour mille raisons différentes, qui ne sont pas forcément des refus volontaires, là aussi, est une femme qui ne serait pas totalement une femme, hein. Il y a cette espèce d'assignation. La femme, c'est quelqu'un qui a besoin d'un homme, qui ne peut pas être indépendante, et c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des enfants. Elle ne peut pas se suffire à elle-même. Elle est forcément crochée à quelqu'un d'autre. Et dans l'histoire des sorcières, c'est souvent des femmes seules, des femmes souvent âgées, des veuves, des célibataires, ce qu'on appelle des vieilles filles. On a tout de suite envie de dire des vieilles filles acariâtres, avec une grosse grimace derrière, parce que ces femmes célibataires sont des femmes forcément frustrées qui vont accomplir des choses dangereuses pour la société. Une femme doit être contrôlée par son mari, par sa famille. Et si elle commence à sortir du cadre assigné aux femmes, ça devient dangereux. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est plus comme ça. Mais là, je ne suis pas certain. Je ne suis pas une femme, comme vous aurez pu le remarquer. Donc, il m'est difficile de comprendre le vécu des femmes. Or ici, c'est ce qui m'intéresse aussi dans un livre comme celui-là, c'est que c'est un livre sur les sorcières, écrit par une femme, qui s'adresse quand même d'abord aux femmes. Mais en tant qu'homme, il me paraît essentiel, et c'était la réflexion que je m'étais fait après le premier journal de lecture que j'ai fait, où il n'y avait que des auteurs masculins. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'il y ait au moins dans mes lectures quelque chose de féminin. Ça provoque ce décalage pour moi, c'est-à-dire que je vais me mettre à la place d'une femme, des femmes, de ce qu'elles vivent. Alors, est-ce que ce que dit Mona Chollet sur la place des sorcières est convaincant? N'étant pas femme, j'ai de la peine à le dire. Est-ce qu'elle dresse un portrait trop noir ou trop rose? Je ne sais pas. Je suis encore plutôt au début de la lecture. Mais ce qui est certain, c'est que il y a des normes sociales qui restent extrêmement fortes sur les femmes. Que beaucoup de femmes s'y conforment et le font sans que cela leur pose de problème, mais d'autres aimeraient avoir plus de liberté. Et donc vont le faire avec cette revendication d'être des sorcières. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est le retournement du stigmate. C'est-à-dire, on vous accuse, vous êtes des affreuses sorcières. Il y a deux réactions possibles. C'est non, surtout pas, non, non, je suis gentille. Non, non, je suis une femme tout à fait convenable. Où il y a la réaction que veut susciter Mona Chollet. C'est-à-dire, oui, je suis une sorcière. Toutes les femmes peuvent-elles être des sorcières? Sans doute pas. Beaucoup ne souhaitent qu'une vie tranquille, mais une certaine liberté qu'on ne leur accorde pas toujours, ou qu'il est plus difficile pour elles d'obtenir. Bref, cette réflexion autour de la place des femmes est aujourd'hui encore une question centrale, et une question, la libération des femmes de la société dominée par les hommes est quelque chose de récent, de nouveau, de problématique qui suscite des débats sans fin. Et il me paraît essentiel en tant qu'homme d'essayer de comprendre non pas ce que veulent les femmes ou ce que sont les femmes, mais ce que vivent les femmes. D'où cette lecture que je vais poursuivre avec beaucoup d'intérêt des sorcières, puissance invaincue des femmes de
de Mona Chollet. Entrons pour un deuxième livre dans quelque chose de beaucoup plus masculin. Quelque chose de beaucoup plus masculin, ce sont les nazis. Ce livre du journaliste Daniel Schneiderman, Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler, n'est pas directement un livre sur le nazisme. Même si il touche forcément à ce monde du nazisme et à cette dictature absolument épouvantable qu'a été le nazisme et ce traumatisme de l'histoire du XXe siècle qui reste une blessure ouverte aujourd'hui, en posant la question de comment les journalistes, lui-même est journaliste, donc, et c'est un journaliste qui a comme mission, ou qui s'est donné comme mission de commenter le monde médiatique à travers notamment son émission Arrêt sur image, où il va essayer de comprendre comment ça fonctionne, et souvent d'ailleurs de manière extrêmement critique. Et là aussi, c'est-à-dire que savaient les journalistes sur le nazisme en 1933? Comment ont-ils réagi? Ont-ils dénoncé les dérives antisémites? Que savaient-ils? Comment était l'atmosphère dans ce monde journalistique, non pas allemand, mais international? Français, Schneiderman est français, américain et européen en général. Comment ont-ils réagi à l'arrivée du nazisme? Cette enquête, qui est vraiment une enquête journalistique dans ce cas-là, plus qu'historique, même si l'historien et le journaliste ont des méthodes de travail qui peuvent se ressembler, on sent qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage d'historien à proprement parler, parce qu'il y a vraiment une réflexion personnelle, c'est-à-dire peut-être comment j'aurais réagi moi. À quelques moments, il dit « Tiens, là, j'aurais peut-être écrit comme lui, et j'aurais eu tort. » La réflexion de Daniel Schneiderman vient du moment de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Quand Trump a été élu, ça a été la sidération, notamment chez les journalistes, qui pour la plupart sont des anti-Trump, qui se disaient mais comment réagir? Est-ce qu'on n'a pas vu venir la catastrophe? Et puis maintenant que la catastrophe est là, comment on va traiter les actions du président Trump? Est-ce qu'il faut constamment en montrer le côté noir, ou est-ce qu'au fond, Trump se comportera en président normal, on va pouvoir le canaliser? On voit que le problème est toujours là et que c'est encore un dilemme dans la manière dont on parle de Trump. Est-ce qu'il faut dire que c'est un imbécile qui fait n'importe quoi, ce qui est largement vrai? En même temps, on voit bien qu'il n'a pas une sorte de pouvoir absolu. Et donc la comparaison avec Hitler, évidemment, a ses limites. Et très vite, elles sont posées. Et très vite, d'ailleurs, Schneiderman va quitter la question de Trump pour revenir vraiment aux journalistes en 1933 en Allemagne. Il montre aussi, justement, les ambiguïtés de ce journalisme, qui voit les choses, qui en voit certaines, qui ne les écrit pas toujours, qui ne va pas forcément dénoncer les actes barbares que commencent à accomplir les nazis, qui vont vouloir plaire au pouvoir en place, ce qui est toujours évidemment à la fois nécessaire pour un journaliste installé à l'étranger. Il doit avoir des relations avec les autorités s'il ne veut pas se faire virer. C'est le cas de certains journalistes dont il parle, qui vont aller très loin dans la dénonciation du nazisme, mais qui vont devoir quitter l'Allemagne très vite aussi. D'autres vont être plus accommodants, vont peut-être dénoncer les choses, mais entre les lignes, donc la plupart des lecteurs vont pas forcément pouvoir décoder
ce que ces journalistes font. Bref, c'est une réflexion très intéressante, ce livre, sur la question du pouvoir, du rapport entre l'information et le pouvoir dans un contexte qui est évidemment très particulier, qui est un contexte qui nous échappe par la distance historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nazisme, pour nous, c'est le diable. C'est-à-dire que Hitler, c'est le mal absolu. Ça n'était pas le cas à l'époque. Pour la plupart des journalistes, en 1933, le mal absolu, c'était Staline, c'était pas Hitler. Et Hitler suscitait des craintes, suscitait des réserves souvent très fortes, mais en même temps, certains disaient, mais laissons-lui sa chance. Tiens, là on retrouve ce qu'on dit de Trump ou d'autres. Donc on voit toutes ces ambiguïtés-là, et dans un livre qui est écrit de manière très vive, très spontanée, ce qui en facilite la lecture. On n'est pas dans une thèse historique extrêmement froide. Continuons notre revue des lectures en cours. Les 3 livres qui suivent, j'en ai déjà parlé. C'est les lectures lentes, les relectures. Première relecture, celle des Misérables de Victor Hugo. J'en suis cette fois au tome 2, début du tome 2. Dans Victor Hugo, dans Les Misérables, c'est comme c'est une fresque très longue, il y a des pauses. Tout d'un coup, il ne se passe rien. On fait de l'histoire, justement. Si on reste avec Schneiderman et ce retour en arrière dans l'histoire, Victor Hugo, lui aussi, se retourne quelques années auparavant, sur une époque qu'il a connue, mais qui est quand même déjà ancienne, au début du tome 2 de cette version-là, qui est celle que j'avais lue quand j'étais enfant. C'est donc le début de la 4e partie, l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis, où les événements se passent vers 1831-32, donc juste après la prise de pouvoir de... Je vais pas dire de bêtises sur le nom, je suis censé être prof d'histoire, donc normalement je devrais savoir ça, mais j'ai un blanc. La prise de... donc la révolution de 1830 et l'arrivée au pouvoir d'un certain Louis-Philippe. Louis-Philippe qui arrive au pouvoir. Il y a tout un portrait de Louis-Philippe, de ce roi d'une nouvelle sorte, qui n'est pas tout à fait le roi de droit divin incarné par les Bourbons qui étaient revenus à la Restauration, qui n'est pas non plus la Révolution qui revient. Donc une sorte de compromis un peu boiteux qui va tenir quelques temps, mais qui va susciter assez vite des oppositions. Et c'est la suite des Misérables, on sera dans ces milieux de contestation pré-révolutionnaire ou post-révolutionnaire, on ne sait pas exactement trop comment les situer, mais dans l'agitation de ce pouvoir contesté dès son début, ou de ce pouvoir qui ne fait pas la révolution jusqu'au bout, ni la restauration jusqu'au bout. Donc d'un point de vue historique, c'est assez intéressant. Les réflexions de Victor Hugo sont assez stimulantes. Évidemment, ça crée une pause dans la narration. Juste avant, on avait des scènes assez fortes dans un endroit, dans une espèce d'appartement crasseux où se trouve une certaine famille Jondrette, ce sont les Thénardier, où on voit réapparaître les personnages, où on les voit, même s'ils ne savent pas trop entre eux qui ils sont, c'est-à-dire qu'il y a Jean Valjean, il y a Cosette, il y a Javert, il y a les Thénardier, mais qui ne s'appellent pas comme ça, il y a tous ces gens-là, il y a Marius qui regarde la scène depuis son appartement juste à côté, ce qui crée une distance qui, d'un point de vue littéraire, est assez intéressante. Bref, une scène très forte où tout d'un coup ça accélère. Et puis là, on est dans la pause. Enfin, me suis arrêté à ces moments de pause. C'est peut-être les moments où, justement, on lit lentement. Ou après avoir lu un chapitre sur Louis-Philippe, on se dit, bon, j'ai appris des choses sur ce roi Louis-Philippe. C'était pas forcément ce que je demandais à ce livre-là. J'aurais envie de retrouver mes personnages
qui sont des personnages très forts dans les Misérables. Il me semble que les personnages sont vraiment réussis. Le personnage de Jean Valjean, celui de Marius comme une sorte de caricature du jeune homme romantique. Caricature, peut-être pas dans l'esprit de Victor Hugo, mais pour nous qui le lisons maintenant, sans doute. Le personnage de Javert, les Thénardier dans le côté à la fois crasseux et, et cette méchanceté intelligente et brutale en même temps. Et puis les filles Thénardier qui sont déjà plus sympathiques pour nous. Bref, ces personnages, on s'y attache, tout d'un coup on les quitte. Et on nous parle d'un roi assez ennuyeux finalement, hein, Louis-Philippe. C'est pas le personnage le plus exaltant de l'histoire de France. Mais cette retombée de, euh, des Misérables est peut-être nécessaire pour relancer la machine. Une sorte de soufflet. Relancer la machine. Lecture haute voix du temps retrouvé. Je suis presque à la fin, il me reste, je crois, une vingtaine de pages. Toujours dans ce plaisir de la lecture de Proust comme un plaisir culinaire, comme une Madeleine de Proust. On y revient. D'ailleurs, dans cette fin du temps retrouvé, les personnages reviennent à ce qu'ils étaient dans Combray, tout au début. On retrouve Odette, vieillie, qui était la dame en rose. Et tout d'un coup, on se souvient de cette scène première, où on la rencontre pour la première fois sans trop savoir qui c'est. On retrouve tous nos personnages, longtemps après, transformés et transformant le passé. Et la prise de conscience, petit à petit, du narrateur, qu'il y a là, dans ce passage du passé au présent, dans cette transformation opérée par le temps, dans le vieillissement, qui est décrit souvent de manière extrêmement cruelle dans le temps retrouvé, qu'il y a là, dans ce passage-là, l'essentiel de ce qu'il a à écrire. Et dans ces échos qui vont revenir, on lui reparle, il revoit Odette, Swann, qui désormais est la maîtresse de M. de Guermantes, qui en gros se comporte avec elle comme se comportait Swann avec la même Odette, mais qui rappelle le comportement de Marcel, du narrateur, avec Albertine. Et donc les histoires enchâssées qu'on a lues durant plusieurs tomes, durant plusieurs livres, tout d'un coup s'agglutinent. Et on se dit, mais c'est la même histoire. Les personnages sont interchangeables. Les personnages sont là pour raconter le temps, pour raconter les rapports entre personnages, ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Mais au fond, ils sont quelque chose qui n'est pas essentiel. Ce que vit un personnage, un autre le vit. Et c'est l'écho, c'est la relation entre ces deux vécus qui est essentielle pour Proust. Alors évidemment, je vais devoir terminer cette lecture-là. Il me reste, oui, 20 pages. Mais on n'en a jamais terminé avec Proust. Dernier auteur, Guillaume Apollinaire. Je suis toujours dans cette lecture, un poème par-ci, un poème par-là de Ilia et des poèmes à loup. Toujours un peu cette même relation entre le classique et le moderne chez Apollinaire. On a des choses qui paraissent toutes simples.
On a l'impression de les avoir déjà lus, ces poèmes-là, même si c'est pas certain. Et surtout, tout d'un coup, il y a un mot. Il y a une référence qui nous sort de ce que l'on attend normalement de la poésie, qui ouvre à quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Et cette première distanciation de la poésie et de la prose, enfin c'est plutôt, non pas une distanciation, mais un rapprochement, ou une distanciation plutôt par rapport à l'image qu'on se fait de la poésie est intéressante. Et il nous parle de cinéma, par exemple, en réfléchissant sur comment on parle de cinéma. Et puis ce soir, on s'en ira au cinéma. Les artistes, que sont-ce donc? Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Voilà. Un petit poème qui vous montre un peu cette modernité de Guillaume Apollinaire. Nous allons nous arrêter là dans cette troisième ivresse, l'ivresse du moment, avec ces 5 lectures. Dans un mois, je reviendrai, sans doute avec d'autres lectures. J'aurai fini une partie des livres que je vous ai présentés ici. Il y en aura d'autres. L'aventure de la lecture est une aventure sans fin. Et je vous souhaite de vivre une journée du 1er novembre avec les nazis et les sorcières.